propose donc de passer à la présentation suivante, qui va être effectuée par Cécile Monteux. Alors du coup, Cécile, est-ce que tu peux prendre la main et charger ta présentation? Ça va. Donc pendant qu'elle prend la main, quelques mots sur Cécile, donc, qui est aussi directrice de recherche au CNRS à Paris, le SPCI. Donc, elle est physico-chimiste de formation. Elle a fait une thèse à l'ENS sur les polyélectrolytes et les tensioactifs dans les mousses. Et ensuite, après 2 post-docs, dont un sur la côte ouest des États-Unis à Stanford, elle est revenue au CNRS, le SPCI, où elle développe des activités de recherche sur la dynamique d'interface liquide réactive. Donc, la réactivité qu'elle veut dire, c'est qu'elle travaille sur des amphiphiles qui sont par exemple stimulables par la lumière, des transitions de phase par congélation d'émulsion, de l'encapsulation par assemblage interfaciaux de polymères. Et plus récemment, elle s'est intéressée à des réactions chimiques d'oxydation dans des mousses en lien avec la lixiviation des métaux. Et c'est sur ce sujet qu'elle va intervenir en nous présentant donc des mousses lixiviantes avec l'application à l'oxydation, à la dissolution du cuivre et de l'argent. Voilà, écoute Cécile, quand tu veux. Eh ben, merci Damien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente de découvrir votre communauté. Moi, je suis plutôt dans la communauté physico-chimie des interfaces, des mousses, etc. Donc, je suis contente de venir vous parler aujourd'hui. Alors, il se passe des choses bizarres. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui écrivent des trucs, mais sur les slides, c'est un peu bizarre, mais on va essayer de faire avec. Alors, pointeur laser. Alors, j'ai toujours mon problème pour enlever cette barre là. Vous voyez, ah ben voilà. Donc, le travail que je vais vous présenter, il a été obtenu, enfin, il est principalement obtenu dans le cadre de la thèse de Pierre Prine, qui a été aussi, qui a travaillé avec Alessia Mirailovskaya, qui était en postdoc dans notre labo, et puis ensuite Cyriac Bruez, et mes collègues Nadège Pantouski et Patrick Perrin. Et c'est une collaboration assez importante avec l'IRCP. Alors, on ne voit pas le nom ici. Hop. Avec Grégory Lefebvre à l'IRCP. Et puis, dans le cadre d'une ANR, l'ANR FOMEX, avec mes collègues, dont Damien, à l'ICSM à Marcoule, et des collègues du BRGM, Sylvain Guignot et Solène Touze. Alors, moi, je vais vous parler de mousse. Donc, d'abord, je vais vous présenter un petit peu rapidement ce que c'est qu'une mousse, à quoi ça peut servir. Donc, les mousses qu'on va utiliser pour faire de la dissolution de métaux, une mousse, c'est typiquement des bulles d'air séparées par des films liquides, des films minces. Donc, ces films, ils font à peu près une dizaine de nanomètres d'épaisseur. Et ces films, ils sont stabilisés par des tensioactifs, et ainsi que toutes les interfaces dans la mousse sont stabilisées par des tensioactifs. Donc, ces films, ils se rejoignent 3 par 3 dans ce qu'on appelle des bords de plateau, plateau border en anglais, qui sont des petits canaux de liquide de quelques microns de diamètre dans lesquels s'écoule le liquide. Donc, ils jouent un rôle important dans les propriétés de la mousse. Voilà, et le paramètre aussi qui est très important pour définir la structure d'une mousse, c'est sa fraction liquide. C'est le volume de liquide qui est contenu justement dans les films et dans les canaux bord de plateau, divisé par le volume total de la mousse. Et donc, typiquement, une mousse, c'est entre 1 et 10% de liquide, et tout le reste, c'est de l'air. Alors, des mousses, on en rencontre dans notre vie quotidienne, dans des applications de type détergence. Par exemple, quand on veut enlever une goutte d'huile, une tache d'huile d'une surface, on va utiliser une solution de tensioactif. On va frotter et ça va générer des bulles. Et ces bulles, elles ont pas vraiment elles ont une fonction en fait, c'est que donc oui, je disais, donc un des avantages, c'est que les mousses ont des propriétés de transport. Et là, le deuxième avantage aussi, c'est qu'on a un grand volume de mousse pour très peu de liquide. Donc, si on est en train de décontaminer une surface, on va avoir très peu de liquide à
à décontaminer par la suite, une fois qu'on aura cassé la mousse. Alors, il y a un autre type d'application auquel on ne pense pas beaucoup, c'est les mousses en tant que réacteurs chimiques. En chimie organique, par exemple, il y a quelques papiers qui sortent dans lesquels on utilise des mousses pour faire des réactions chimiques qui font intervenir un gaz, par exemple une réaction d'hydrogénation qui fait intervenir H2 ou une réaction d'oxydation qui fait intervenir O2. Et donc là, l'avantage de la mousse, c'est qu'il y a une grande surface de contact entre un des réactifs, les autres réactifs et les produits. Et on voit que dans ce type d'application, le transport des réactifs et des produits dans la mousse va jouer un rôle important. Alors moi, justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre domaine de la chimie dans lequel on utilise ces mousses, c'est la lixiviation et l'hydrométallurgie. Donc l'idée, c'est d'utiliser des mousses et en particulier l'oxygène dans les bulles pour oxyder un métal et le dissoudre sous forme d'ions métalliques, avec une application en tête qui est le recyclage des métaux dans les déchets électroniques. Alors, donc là, l'avantage ici des mousses, c'est qu'on va avoir encore une fois très peu de volume d'eau généré, un grand réservoir d'air qui contient des réactifs, et puis on peut espérer, en jouant astucieusement avec les tensioactifs, si on prend des tensioactifs qui complexent les ions métalliques qui ont été formés, on peut imaginer obtenir une certaine sélectivité dans le processus et concentrer les ions métalliques dans des films très fins et des mousses très sèches. Alors, donc comme c'est un projet qui a démarré donc il y a quelques années dans le cadre d'une ANR, c'était complètement nouveau pour nous, donc on a étudié une réaction chimique un peu preuve de concept et dans des géométries très très modèles. Donc on a étudié l'oxydation d'une plaque de cuivre, ou plus tard vous verrez d'un cylindre de cuivre, dans une mousse par l'oxygène qui est présent dans les bulles d'air, en présence d'ions H+, qui sont dans la phase aqueuse, et ce cuivre il se transforme donc en Cu2+. Alors au début, ce que vous verrez, c'est qu'on utilise comme tensioactif un tensioactif non ionique, le Brizou 10, que l'on a choisi au début pour ne pas interagir avec les ions métalliques. Et après, je vous montrerai des résultats où on a utilisé des tensioactifs qui interagissent avec les ions métalliques. Et on fait cette manip extrêmement simple. On met une plaque de cuivre en rotation dans 100 ml de solution qui contient 0,1 molaire d'HCl et on compare avec ce qui se passe quand on fait ça dans 100 ml de mousse qui sont obtenus en faisant mousser, en faisant buller à travers un petit poreux 15 ml de solution d'HCl à la même concentration, 85 ml d'air et 70 mg de surfactant. Et on prélève toutes les 30 minutes le liquide et on mesure la quantité de Cu2+, qui a été formée par la réaction. Et voilà le résultat. Donc, c'est la masse de cuivre en fonction du temps, en solution, dans la mousse. Et donc, vous voyez qu'au bout de 5 heures, on a dissous 8 fois plus de Cu2+ dans la mousse que dans la solution, alors qu'on utilise 6 fois moins d'eau et de HCl. Donc ça, c'est un point positif. La preuve de concept nous dit que ça marche plutôt bien. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos mousses et quels sont les réactifs qui sont limitants. Donc pour comprendre ça, on a fait un bilan de matière. Donc on sait combien on a mis d'H+ dans notre solution, on sait combien on a d'oxygène dissous dans l'eau, on connaît la solubilité de l'oxygène, et on compare à la quantité de cuivre, enfin la quantité de ces réactifs qu'il nous faut pour dissoudre 5 mg de cuivre dans le cas de la solution. Donc on voit que dans le cas de la solution, on est en large excès d'ion H+, et ce qui limite la réaction, en fait, c'est la quantité d'oxygène qui est dissous dans la solution. Dans le cas de la mousse, c'est le contraire. Ce qui correspond à nos 40 mg de cuivre dissous, en fait, c'est qu'on a été limité par la quantité d'H+ dans notre mousse, qui contient que 10% de liquide, et la quantité d'oxygène, cette fois dans les bulles, est très supérieure à ce que l'on a consommé. Donc, on a un très large excès d'oxygène. Alors,
pour confirmer le rôle de l'oxygène des bulles sur cette réaction chimique, on a fait une série d'expériences assez simples qui consistent à remplacer l'air des bulles par de l'azote pur, l'azote n'étant pas un réactif dans cette réaction chimique. Et ce résultat nous a donné cette manip nous a donné un résultat surprenant, c'est qu'on voit qu'on obtient exactement la même quantité de cuivre dissoute quand on remplace l'air des bulles par de l'azote. Alors, l'explication, c'est que dans notre système, notre mousse, elle est en contact avec une atmosphère qui contient de l'air. Et en fait, il y a un transfert très rapide de l'oxygène de l'air vers les bulles de la mousse parce qu'on a un gradient d'activité en gaz, de l'azote ici dans les bulles et de l'oxygène dans l'air. Donc, l'oxygène va entrer dans la mousse pour égaliser les activités en gaz. Donc, l'oxygène va remplacer l'azote et va venir réagir avec le cuivre et de manière très rapide et on obtient la même quantité de cuivre dissous. Et si on fait l'opposé, c'est-à-dire qu'on met de l'air dans les bulles et qu'on met un flux d'azote au-dessus de la mousse, eh bien, donc dans l'atmosphère, eh bien là, cette fois, on réduit drastiquement la quantité de cuivre dissoute. Et là, c'est parce que l'azote va rentrer dans la mousse et cet azote-là ne réagit pas avec le cuivre. Donc, la première conclusion de cette expérience preuve de concept, c'est que nos mousses peuvent être utilisées pour dissoudre du cuivre et qu'on a un transfert très rapide de l'oxygène à travers la mousse qui permet une réaction très rapide tout en utilisant moins d'eau et moins de HCl. Alors, la question suivante à laquelle on a voulu répondre, c'est est-ce qu'on peut optimiser la structure des mousses pour contrôler le transfert des réactifs et donc la cinétique de réactions chimiques? Alors, pour répondre à cette question, on a fait des expériences avec un montage très contrôlé, une expérience de drainage forcé. Alors, c'est une expérience où on va injecter la solution de la phase continue de la mousse, c'est-à-dire qui contient le tensioactif et les ions H+. On va les injecter en haut de la mousse à un débit contrôlé. Et ça permet de contrôler à la fois la vitesse d'advection des réactifs dans la mousse et la fraction liquide. Via cette relation ici, on voit que quand on augmente le débit, on augmente à la fois la fraction liquide dans la mousse et la vitesse des ions H+, qui sont advectés dans la mousse. Et dans cette expérience, ce que je dois préciser qui est important, c'est que on n'utilise plus une plaque, on utilise un cylindre, et ce cylindre est immobile dans la mousse. Il n'est plus en rotation comme précédemment. Alors, cette manip, comment on l'a fait? On fait buller à travers un poreux de l'air. Ici, on a notre solution, ça va former des bulles et on obtient une colonne de mousse. Donc, on met notre cylindre de cuivre dans notre mousse, qui est maintenu grâce à une tige, et il est maintenu immobile. Et puis ensuite, on fait notre drainage forcé, on injecte la solution par le dessus, et on récupère ce qui s'écoule, et on dose la quantité de CU2+, au cours du temps et en fonction du débit. Et en parallèle, on a une caméra qui nous permet d'étudier la structure de la mousse et en particulier d'obtenir la fraction liquide dans la mousse. Alors, voici ce que ça donne, la fraction liquide en fonction du débit pour 3 débits. Vous voyez qu'après un petit régime transitoire, on atteint un régime stationnaire avec une fraction liquide qui reste constante au cours du temps et qui peut varier beaucoup. Quand on passe de 0,2 ml par minute à 3 ml par minute, on passe de mousses très sèches qui contiennent 2% de liquide à des mousses beaucoup plus humides. Et vous voyez que la structure de la mousse est très différente. Alors, les résultats, les voilà. Donc ici, c'est la masse de cuivre après 5 heures d'expérience en fonction du débit pour une taille de bulle et une concentration HCl. Et vous voyez que cette masse de cuivre, elle présente un maximum avec le débit. Et ce maximum, on le retrouve aussi à une autre concentration en HCl, 0,5 molaire. Et puis, on retrouve la même tendance aussi pour des tailles de bulles plus grandes. C'est la courbe verte. Alors, pour expliquer ces deux régimes, on a des hypothèses
qui sont qu'à bas débit et basse fraction liquide, hein, d'accord, à bas débit, on a des mousses très sèches, eh bien, la réaction est limitée par la quantité d'H+ dans la solution. Donc, plus on augmente le débit, plus on amène d'H+, et donc plus on fabrique de Cu2+. Et puis, dans le régime où la masse décroît avec le débit, eh bien, on serait limité par la quantité d'oxygène parce que le flux de diffusion de l'oxygène à travers la mousse, lui, devient plus lent parce que ce transfert d'oxygène, il se fait par diffusion de l'oxygène dissous dans les films entre les bulles. Et plus la fraction liquide augmente, plus l'air, la surface des films diminue. Donc, la surface d'échange entre les bulles diminue. Alors, pour tester ces hypothèses, on a modélisé nos transferts. Des petits commentaires. Alors, ici, dans le cas des ions... Oui. Je pense que vous pouvez remettre en plein écran, là. On a réussi à sortir les... Ah oui, on les a découragés. Coralie a enlevé l'option pour écrire et puis on les a enlevés de la... Ah, très bien. OK. De l'exposé. Alors, je reviens où j'en étais. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, pour le transfert des ions H+, on a un modèle de standard d'advection-diffusion. Donc, en fait, on consomme les ions H+, à la surface du cylindre de cuivre. Ça crée on a des ions aussi qui sont apportés par le flux d'advection, des ions qui sont consommés ici ça crée un gradient de concentration et donc un flux de diffusion. Donc, on écrit ces deux flux. Le flux de diffusion, c'est le coefficient de diffusion des ions H+, fois la concentration en ions H+, divisé par cette distance ici, cette zone de déplétion, fois la surface ici, qui est parallèle au cylindre, fois IL, la fraction liquide, parce que la diffusion ne se fait que dans les zones où il y a du liquide. Le flux d'advection, c'est simplement la vitesse d'advection fois la concentration, fois la surface, cette fois perpendiculaire au cylindre, fois la fraction liquide. Et quand on égalise les deux flux, eh bien, on trouve la valeur de cette zone de déplétion, qui est très grande devant la taille d'une bulle et très petite devant la section typique de la mousse. Et ensuite, quand on injecte cette expression de delta, la zone de déplétion, dans l'un des deux flux, eh bien, on peut obtenir la masse de cuivre dissoute en fonction du débit et de la fraction liquide. Et donc, on voit que les trois paramètres importants, c'est la concentration en ion H+, le débit, donc on a racine de Q, fois la fraction liquide. Et ce paramètre ici A, ce préfacteur, est un préfacteur qui est entièrement calculable et qui dépend principalement des caractères géométriques, des données géométriques du montage. Donc, on peut prédire, c'est cette droite ici en pointillé, la masse de cuivre en fonction de cette expression-là. Et ici, vous voyez qu'on a nos données expérimentales qui se rescalent sur une courbe maîtresse et qui, à bas débit ou basse fraction liquide, fit très très bien avec la théorie qui n'a pas de paramètres ajustables. Donc, il y a un très bon accord à bas débit, basse fraction liquide, qui nous dit que dans ce régime, augmenter la fraction liquide augmente le transfert d'ion H+. Alors, à plus haut débit, ça marche moins bien parce que le transfert de l'oxygène commence à rentrer en ligne de compte et commence à limiter la réaction. Donc, pour modéliser ce transfert, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a pu montrer que le flux advectif de l'oxygène dissous qui est amené par le flux de drainage forcé est complètement négligeable dans notre histoire par rapport à la quantité de gaz disponible dans les bulles. Donc, on est dans un cas de diffusion instationnaire, c'est-à-dire qu'on consomme les ions, l'oxygène à la surface du cylindre de cuivre ici. Ça va créer une zone de déplétion qui va grossir au cours du temps. Ça crée un flux de diffusion et notre hypothèse, c'est que ce flux de diffusion, il est limité par la diffusion, je vais remettre mon pointeur,
de l'oxygène dans les films liquides. Et ce qu'on dit, c'est que ce qui se passe dans les bulles s'équilibrent instantanément avec la concentration dans le liquide. Alors, on va aller donc puiser assez rapidement dans les bulles qui sont dans la petite section ici, la perpendiculaire au cylindre. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il faut quelques dizaines de minutes seulement pour vider les bulles dans cette direction. Donc, très vite, on va se retrouver dans une situation où on va aller puiser l'oxygène au-dessus du cylindre. Et donc, ça, on le modélise. Donc, ce flux d'oxygène, alors en fait, c'est un coefficient de diffusion effectif qu'on va détailler juste après. On dit que notre mousse est un milieu effectif, fois une concentration en oxygène divisée par cette zone de déplétion qui est en train de grandir au cours du temps en racine de df fois t. Et on intègre ici sur la surface, sur la section du cylindre ici. Donc, ce coefficient de diffusion effectif, on l'a repris de publics qui sont bien connus dans le domaine des mousses. C'est des publics qui ont cherché à modéliser le mûrissement d'Oswald dans les mousses, c'est-à-dire la diffusion du gaz des petites bulles vers les grandes bulles, et donc la diffusion des gaz dans les films liquides entre les bulles. Donc, ce coefficient de diffusion, il s'écrit comme un coefficient alpha, qui est une constante, une perméabilité de film, que je vais détailler juste après, le diamètre des bulles, qui nous dit qu'en fait, plus j'ai des grandes bulles, moins j'ai de bulles à traverser, donc moins j'ai de films à traverser. Donc, des grandes bulles vont donner des coefficients de diffusion effectifs plus importants. Et puis, ce A de phi, on va le détailler aussi juste après, c'est quelque chose qui décrit le fait que la surface des films entre les bulles diminue avec la fraction liquide, la surface d'échange. Donc, si on revient à notre perméabilité de film, pareil, ça vient des publis de Princeton et Mason. Donc, c'est un coefficient de diffusion du gaz, fois la constante de Henry qui nous donne la solubilité du gaz, divisé par l'épaisseur des films. Plus les films sont épais, plus la perméabilité des films est petite. Et puis, un terme ici qui dépend de la perméabilité des couches de surfactants, que l'on n'a pas pris en compte dans nos calculs. Pour le A de phi, donc je vous disais, A de phi, c'est la fraction de la surface des bulles qui est couverte par les films. Et cette fraction, la surface des films, elle diminue avec la fraction liquide. Et là, on a repris des choses qui avaient été faites par Hilgenfeld en 2001. Voilà, donc quand on calcule avec ce modèle la quantité d'O2 qui atteint le cylindre, on plug également la quantité d'ion H+, et quand on prend les deux quantités, on additionne et on retrouve, ce sont les droites ici, rouge, bleu, vert, on retrouve un modèle qui fit plutôt pas mal nos données. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la diffusion... Alors, on ne voit pas mon titre. Je n'arrive pas à enlever ce truc-là, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la diffusion dans les films, elle est aussi importante dans les films de lubrification. Donc, c'est le film qui est en contact direct avec le cylindre. Et ça, on peut s'en rendre compte en prenant le cylindre de cuivre à la fin de l'expérience et en faisant des expériences de SEM. Et on se rend compte qu'il y a une empreinte, des empreintes, des hexagones. Et là où il y a les hexagones, c'est les zones où le cuivre a été dissous préférentiellement. Et il est moins dissous aux jonctions entre ces hexagones. Et ça, c'est tout simplement l'empreinte des bulles et l'empreinte des endroits où les films sont plus minces et là où l'oxygène a diffusé plus rapidement. Et aux endroits où les jonctions entre les bulles, l'épaisseur de liquide à traverser est plus importante et donc le flux d'oxygène est plus lent. Voilà, donc ça c'était pour la conclusion, c'est qu'il existe une fraction liquide optimale dans les mousses pour optimiser le transfert à la fois d'ion H+ et de l'eau oxygène à travers les mousses. Donc, la question suivante, c'est, OK, la structure, on sait l'optimiser. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer sur la formulation de tensioactifs? Donc, pour ça, l'idée, c'était de complexifier les ions cuivre pour déplacer l'équilibre chimique
vers la formation de ces ions cuivre. Donc pour cela, on a utilisé un tensioactif extrêmement connu, qui est le sodium de décylsulfate, qui est anionique et qui complexe les ions Cu2+. Et vous voyez ici, c'est la masse de cuivre en fonction du temps pour 2 concentrations HCl et 2 tensioactifs différents. Vous voyez que quand dans le cas du SDS, on dissout dans les meilleurs cas presque 2 fois plus de cuivre que dans le cas du bridge qui n'interagit pas avec les ions métalliques. Donc, complexer le cuivre, ça permet de dissoudre davantage de cuivre et ça ouvre la porte vers des procédés plus sélectifs puisqu'on peut imaginer formuler une mousse pour complexer un métal plus fortement qu'un autre et donc dissoudre ce métal plus sélectivement. Alors, une autre question maintenant, c'est est-ce qu'on peut étendre cette approche de mousse lixiviante à d'autres métaux? Parce que le cuivre, c'est bien, mais il y a d'autres métaux intéressants, notamment les métaux nobles, par exemple l'argent. Sauf que si on met une plaque d'argent en rotation dans une mousse dans laquelle on a de l'air, on ne dissout pas du tout d'argent parce que le potentiel électrochimique de l'oxygène n'est pas assez élevé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un ozoneur et on a fabriqué des mousses avec un mélange d'O2 et de O3. Et dans ces cas-là, on est capable de dissoudre 15 mg d'argent en 3 heures. En revanche, on est dans ces cas-là obligé de changer de tensioactif parce que le tensioactif précédent, le Bridge 10, avait une double liaison sur sa partie hydrophobe qui est instable et qui va se dégrader avec l'ozone et donc la mousse n'est pas stable. Mais quand on utilise cet autre tensioactif, le Bridge L23, là, on a des mousses qui restent relativement stables et donc on a une dissolution de l'argent. Voilà, donc on peut étendre notre concept à d'autres métaux. Et la dernière question que je voudrais traiter avec vous, c'est est-ce que maintenant, alors on s'est intéressé jusqu'ici à des plaques, à des cylindres de métaux, est-ce qu'on peut imaginer utiliser les mousses pour traiter des particules métalliques? Alors là, on s'est intéressé à des billes de cuivre de 600 microns de diamètre. Et là, on a mis au point une sorte de procédé continu. Donc, on fait un petit tas de ces billes que l'on coince ici au-dessus d'un petit milieu poreux avec des pores plus petits que la taille des billes. Et on va générer une mousse de manière continue en faisant buller notre gaz comme d'habitude à travers un poreux. Mais cette fois, on va injecter le liquide de manière continue au-dessus de ce poreux. Donc, ça permet de générer une mousse en continu. Elle va avancer dans notre colonne et puis elle va avancer de manière continue et passer à travers notre tas de billes. Et on a mesuré le flux de Cu2+, donc en milligrammes par heure, en fonction du débit Q. Et on voit encore une fois un optimum du débit qui est lié à la même compétition que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à bas débit, quand on augmente le débit, on augmente la vitesse avec laquelle la mousse arrive sur le tas de billes, et donc on augmente la quantité d'H+ qui atteint les billes de cuivre. Et puis au-delà d'un certain débit, eh bien, on a des mousses qui deviennent plus humides, et donc c'est le transfert d'oxygène qui devient plus lent et qui limite la réaction. Donc, on a un débit optimal pour lequel la masse de cuivre dissoute est optimale. Voilà, donc j'arrive donc ça, c'est ma petite conclusion. On a aussi un débit pour optimiser le transfert H+O2. Et j'arrive à ma conclusion qui est que donc, nos mousses peuvent être utilisées pour oxyder le cuivre. Il existe une fraction liquide optimale pour avoir un transfert optimal des ions H+ et de l'oxygène. La cinétique peut être contrôlée par le surfactant. On peut étendre notre concept à l'oxydation de l'argent. Et puis, on peut envisager de traiter aussi des particules de métaux, et notamment des déchets broyés. Donc, on a travaillé dans le cadre de cet ANR qui s'est terminé, mais avec le BRIM qui sait broyer des métaux, enfin des déchets électroniques, pardon, à différentes granulométries.
Voilà. Et donc, dans le cas où on a des mélanges de métaux, évidemment, ce qu'on aimerait faire après, c'est travailler sur la sélectivité pour récupérer des métaux sélectivement par rapport à d'autres. Voilà, donc ça, c'est les remerciements qui sont très, très remplis. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cécile, pour cet exposé très intéressant. Désolé pour la petite interruption. À la fois, on est content de voir que le GDR arrive à recruter des petits hommes du fin fond de la Scandinavie, à tirer au-delà de la communauté des chimistes. Mais bon, manifestement, c'est réglé. Du coup, est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, attends, il y en a une qui a l'air d'arriver. Je vais essayer donc, c'est Rémi André qui a 2 questions, en fait. Donc déjà, est-ce que vous pourriez commenter la stabilité des surfactants et de la mousse à d'éventuelles plus hautes concentrations en acide? Alors, sur les concentrations en acide, on est resté assez modéré, donc je ne peux pas vraiment répondre à ces questions. Justement, l'intérêt, c'est d'avoir des résultats assez satisfaisants avec des concentrations en acide modérées, des pH modérés. C'est vrai que si on allait plus haut, on aurait des problèmes même avec les colonnes peut-être, les colonnes de mousse, etc. Enfin, même le matériel. Mais on n'est pas, on n'est pas allé sur des pH extrêmes, on va dire. Ok, et deuxième question qui est reliée en fait, parce qu'en introduction, tu présentais une expérience prouvant que tu utilises moins d'acide en volume pour une meilleure dissolution. Est-ce que vous avez refait les calculs dans le cadre de la réaction en flux? Ah oui, alors ça c'est une bonne question. En effet, quand on dissout pas mal de cuivre, dans mon souvenir, le pH remonte un petit peu et d'ailleurs on peut même avoir une précipitation du cuivre. Donc il faudrait envisager, oui, peut-être d'augmenter la quantité d'H+, pour éviter ça. Ouais. On a juste fait un one-shot sur ces manips en flux. Et on n'a pas modélisé non plus manip en flux. Merci. Est-ce qu'il y a Comme on n'a pas d'autres... beaucoup, comme Oui. on n'a pas beaucoup de questions sur le chat, on peut peut-être donner la parole à une main qui s'est levée, celle de Marc Hébran. Merci Eric. Tu m'entends? Bonjour Marc. Oui, on Bonjour t'entend. Eric. Bon, d'abord, je suis quelqu'un qui a beaucoup joué à faire de l'extraction dans des milieux micellaires, d'extraction de métaux dans des milieux micellaires. Et quand je voyais de la mousse, c'était plus un problème qu'une solution. Donc, j'ai trouvé l'exposé quand même sacrément intéressant et puis assez astucieux comme méthode. J'ai des questions de chimistes. Faisant suite aussi à l'exposé d'Isabelle, qui montre qu'il y a une interaction des éthylène-glycols avec les métaux au moment de l'extraction. Et dans ton exposé, tu dis qu'il n'y a pas d'interaction du bridge avec le cuivre ou avec les métaux. Alors, il y en a ou il n'y en a pas? Je t'avoue franchement que c'est une vengeance. Pendant des années, on m'a posé la question. J'ai toujours répondu qu'il n'y en avait pas. Mais il y en a ou il n'y en a pas? Parce qu'il y a quand même un doute, quoi. Ouais. Nous, on était partis sur l'idée qu'il n'y en avait pas. C'est vrai que ça... j'ai pas de... Oui, nous, on s'était dit bêtement, il n'y a pas d'interaction électrostatique. Oui. C'est une question qui est rémanente et justement, l'exposé d'Isabelle, elle dit ça, elle montre que si elle met un méthyle sur l'éthylène-glycol, ça ne marche plus du tout pareil. J'avais un autre commentaire à propos qui rejoint le premier commentaire qu'il y a eu sur la stabilité des tensioactifs. Ayant beaucoup joué avec des bridges et des métaux, au contact d'un acier inox, le bridge en milieu même légèrement acide, moins que ce que vous utilisez là, on observe une dégradation absolument incroyable. Et donc, j'avais une question sur la stabilité dans le temps du tensioactif, dans un premier temps. Et puis après, comment on fait pour récupérer le métal? Quel est le rapport entre le métal dissous et le tensioactif utilisé au final?
C'est quoi le rapport massif des deux? Ah ouais, alors là, on n'a pas du tout joué sur les concentrations en bridge. C'est une excellente question. On s'est placé très au-dessus de la CMC. Mais l'idée, donc là, c'est ce qu'on aimerait, c'est diminuer cette concentration en tensioactif. Et on pourrait même imaginer arriver dans des situations où on pourrait contrôler la stabilité de la mousse, c'est-à-dire on est très faible en tensioactif et la colonne se casse à un endroit où on n'a plus besoin de la mousse. Donc, on n'a pas du tout optimisé ça encore, la concentration en tensioactif. Donc, ça, c'est sur notre to-do list. Voilà, donc je n'ai pas fait le rapport, mais clairement, on aimerait diminuer cette concentration. Et la dégradation avec le milieu acide, on n'a pas vu de gros problèmes, nous. Milieu acide et oxydant, les gens se sont intéressés à un moment donné à greffer au bout du dernier OH des méthyles pour empêcher l'oxydation et le détricotage des éthylènes glycols comme ça. Parce que ça, nous, on a vu clairement ça pour l'ozone. Ouais. Clairement, après, avec le HCl, non, on n'a pas quantifié parce qu'on n'a pas vu de gros problèmes, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas quantifié très, très précisément. Donc, on n'a pas dosé après la réaction, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager de faire, ouais. Ouais, j'ai pas de réponse précise. C'est vrai que ça mériterait d'être un petit peu plus carré là-dessus, ouais. Bon, en tout cas, c'était super intéressant comme exposé. Merci. Merci à vous. Écoute, merci Marc. Alors, il y a une autre question dans le chat. Est-ce que vous avez déjà des pistes pour être sélectif vis-à-vis de certains métaux, par exemple dans le cas de poudre de déchets broyés? Oui, on a des pistes, oui. On a des pistes principalement basées sur la complexation, des complexants des ions et aussi sur les cinétiques. Si on a des cinétiques différentes pour deux métaux, on peut imaginer récupérer la mousse pendant un certain temps et puis après récupérer l'autre métal après. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par écrit ou même par oral avec la main? Je n'ai pas vu la main, mais… Si José, avec le SDS, quand on ajoute du SDS, parce que vraiment c'était intéressant, quand on ajoute du SDS en présence de cuivre et qu'on joue en milieu micellaire, on tombe sur un problème de point de Kraft où on devient insoluble en dessous d'une 50aine de degrés. Vous avez observé quand vous avez mis du SDS une sensibilité à la température? On n'a pas du tout joué sur la température parce que les mousses avec la température, c'est pas très bon, hein. Ça s'évapore. On n'a pas du tout joué là-dessus. Mais on n'a pas vu de précipitation du tensioactif. Dans mon souvenir, je pense qu'on n'est pas à des… Vous devez être dans le bon rapport, dans le bon ratio molaire entre le bridge et le SDS. Ouais. Non, il n'y a pas de… Pardon, il n'y a pas de bridge, hein. Quand on met le SDS, on n'a mis que du SDS. D'accord. Il doit Mais y on avoir a… un gros excès de SDS par rapport au cuivre. Oui, c'est ça. C'est que… oui, exactement. On n'a pas des grandes concentrations en cuivre dans ces manips, ouais. Remarque de Rémi André pour la sélectivité. Peut-être vous pourriez envisager un gradient d'acidité pour la manip en flux. Un gradient d'acidité, alors c'est-à-dire d'injecter l'acide. Non, comment ça, un gradient d'acidité? Je ne comprends pas. Après, si vous voulez prendre la parole, je ne sais pas si on peut activer sélectivement. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, croissante dans le temps ou dans la colonne? La réponse est dans le chat, parce qu'a priori, il n'a pas de micro. Oui. Donc, dans le temps. Injecter l'acide avec des concentrations croissantes d'acide. Alors, Et dans le temps. Oui, dans le temps, il n'y a aucun problème pour faire ça, ouais. Parce que là, on a vraiment juste une seringue qui injecte de manière continue. Donc, on peut très bien imaginer
avoir un système avec plusieurs seringues ou pour remplacer la seringue, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Oui, au fur et à mesure que le pH remonte, corriger le... Ouais, tout à fait. Je note tout